Donc, je vais vous donner 3 définitions qui sont le sionisme, l'antisionisme et le palestinisme. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Le sionisme, c'est un mot qu'on entend à toutes les sauces. C'est un néologisme, donc c'est un mot neuf, un mot valise qui a été inventé, qui est apparu au milieu du 19e siècle dans la langue française pour désigner le principe pour faire très simple, d'un nationalisme juif. Juif à prendre au sens de non seulement une religion, mais un peuple. Voilà. À la fois une religion et un peuple. Une religion ethnique, une ethnie religieuse. En hébreu, on appelle donc l'État juif Eretz Yisraël, donc il veut dire l'État d'Israël. Voilà. Donc, plus spécifiquement, le sionisme désigne le principe de défense de l'État juif en Palestine, même si ce n'était pas forcément le but premier de beaucoup de défenseurs d'un État juif. En termes de localisation, c'est la notion qui s'est imposée, grosso modo, à partir de 1905, comme étant un consensus historique sur la localisation de cet État. Et donc, de fait, le sionisme est la défense. Donc, il y a plusieurs définitions, plusieurs acceptations du terme, mais c'est d'une part la défense à partir de 1947 de l'État d'Israël, donc l'État d'Israël qui a été créé en 1947, sur les contours de ce qui a été en partie le royaume d'Israël d'avant la destruction du temple, après, au 1er siècle après Jésus-Christ. Et plus largement, le sionisme, c'est également, notamment pour ceux qui ont inventé le terme et qui ont été ses premiers doctrinaires, c'est l'idée d'un nationalisme juif. Hébreu, on pourrait discuter des termes, mais en gros, l'idée d'avoir un nationalisme, d'avoir la construction ou la reconstruction d'une nation spécifiquement juive, avec une histoire et avec un territoire. Donc, j'insiste là-dessus, c'est une conceptualisation, ce qu'on appelle un isme dans la langue française, donc c'est une conceptualisation, c'est le fait de prendre un adjectif ou un nom et d'en faire un concept qui se base sur un toponyme, voire un nom propre. Dans l'Ancien Testament, parfois, c'est un peu les deux. Le toponyme et le nom propre de Sion, qui renvoie à la fois au territoire d'Israël, au royaume d'Israël, et de manière plus générale au peuple d'Israël. Voilà. En gros, c'est un peu l'appellation du peuple élu. Et donc, ça désigne à la fois, donc, dans l'Ancien Testament, le peuple et le royaume d'Israël. Avant et après sa scission en 2 États différents au gré de l'histoire juive antique. Le terme de sionisme, il a été forgé, ce terme en soi, par un militant sioniste, donc, nationaliste juif. À l'époque, on parlait beaucoup d'émancipation, d'autodétermination, d'auto-émancipation. Donc, il s'appelle Nathan Birnbaum, en 1886. Et ce qu'il faut bien comprendre, que c'est plutôt un mouvement, une idéologie, une posture intellectuelle qui est née dans le monde slave et dans le monde germanique, où les communautés juives étaient soumises depuis très longtemps à un statut qui était un statut de ghettoisation, en fait, de vie en marge de la société, des sociétés nationales. Et donc, ils étaient soumis à une certaine liberté, mais ils étaient soumis évidemment à des discriminations et à des pogroms, donc des attaques violentes, des persécutions lors des temps de crise. Et donc on le retrouve notamment, ce terme de Sion, pour désigner justement ce retour en Israël, sous la plume, à la base, au tout début, de gens qui sont plutôt issus du monde des Lumières, influencés par la Révolution française, donc que ce soit des religieux ou des militants laïcs, mais qui sont historiquement un peu plus, on va dire, influencés par la Révolution française au 19e siècle. Des gens comme par exemple le rabbin Tzvi Hirsch Talisker, donc, qui est mort en 1874 et qui a fait le premier manifeste sioniste qui s'appelle Drishat Zion, donc la quête de Sion, en 1862. Moïse Lilienblum, qui lui le fondateur d'une société d'entraide qui s'appelle les Amants de Sion en 1889, qui est en gros l'un des premiers mouvements russes qui entendait aider les communautés juives à s'émanciper et notamment peut-être un jour à partir en Israël. Et on la trouve également sous la plume de gens avec un profil un petit peu plus original, puisque c'est des gens qui viennent plutôt d'un milieu
laïque assimilationniste, donc qui avait plutôt pour but de s'intégrer dans leur pays, dans le pays dans lequel ils étaient, notamment en Russie et en Allemagne. Donc Léon Pinsker, qui est le grand théoricien de l'autodétermination du peuple juif en 1882, donc avec un manifeste qui s'appelle Auto-émancipation, qui intervient après un grand pogrom qui s'appelle le pogrom d'Odessa, donc dans l'actuelle Crimée, suite à l'assassinat du tsar de Russie. Les Russes, il y a une grande vague de persécution qui a lieu, des attaques de communautés, et donc du coup, un certain nombre d'intellectuels considèrent que c'est le signal qui doit être donné pour repartir en Israël. Alors que Pinsker était précisément plutôt en faveur de l'assimilation, l'apprentissage du russe. Et un autre qui s'appelle Moses Hess, qui lui est allemand, qui est un disciple de Karl Marx et qui lui est sans doute le premier à avoir théorisé réellement l'idée d'attribuer au peuple juif une nation au sens jacobin et au sens révolutionnaire du terme, puisqu'il est allemand, donc il a connu le printemps des peuples en 1848. Il a connu l'influence de la notion de nation révolutionnaire dans le contexte de l'Allemagne, à l'époque, il n'est pas encore une nation. Et donc lui, il écrit en 1862, donc à peu près à la même époque où les premiers sionistes russes commencent à réfléchir à la problématique de chez eux. Il écrit un livre fondamental qui s'appelle « Rome et Jérusalem, la dernière question nationale », publié en 1862. Et lui, tout marxiste et tout socialiste qu'il est, il considère qu'une fois que l'unification italienne, parce que l'unification italienne vient de se terminer, ça a été pour beaucoup de nationalistes dans de nombreux pays un exemple de création d'un État à partir, entre guillemets, d'une unité qui n'était pas forcément, donc d'unité territoriale, même si ce n'était pas forcément une unité ethnique ou une unité politique. Et lui considère qu'une fois réglée la question de l'unification italienne et celle encore en suspens à l'époque des États pontificaux, qui existent toujours à l'époque, doit se poser la question après, donc la question du rattachement de Rome à l'Italie, la question de Jérusalem comme étant le centre d'un nouvel État, d'un État juif. Pour lui, les Juifs sont les derniers peuples après les Italiens à devoir se voir octroyer un État qui est un État national et un État centré autour d'une unité territoriale historique. Donc Jérusalem, la Terre Sainte. Donc ça, c'est la définition du sionisme, on va dire, historique. L'antisionisme est une définition qui se fait par négation, c'est-à-dire l'anti-sionisme, c'est tout ce qui s'oppose au sionisme. Donc selon l'histoire du sionisme et selon l'histoire de ce qu'a été le mouvement sioniste et l'État d'Israël, les gens qui s'opposaient historiquement, donc soit au principe d'immigration et d'installation de colons juifs en Palestine, ou peu importe où, mais voilà, en dehors de leur pays d'origine. Ceux qui s'opposaient ensuite à l'idée même d'un État, c'est-à-dire qu'ils pouvaient tolérer et envisager une immigration, mais sans qu'elle aboutisse à une organisation étatique indépendante et souveraine, soit qui s'opposaient purement et simplement à la création de l'État d'Israël en 1947, ou qui, plus récemment, s'opposent à la politique qui est menée par l'État d'Israël, peu importe qu'elle porte sur son territoire ou à l'étranger, sont qualifiés ou se qualifient eux-mêmes d'antisionisme. C'est un terme qui a été remis au goût du jour il y a quelques années par des gens de mouvance historiquement de gauche, qu'on appellerait peut-être aujourd'hui indigénistes, dans le cadre du décolonialisme et dans le cadre parfois de postures qu'on pourrait qualifier d'antisémites. C'est par exemple le cas le plus connu, c'est Dieudonné, Alain Soral, avec la liste antisioniste, le parti antisioniste qui existe encore aujourd'hui, qui s'est encore présenté à certaines élections législatives, notamment aux dernières élections, et qui évidemment fait des scores anecdotiques. Mais c'est un terme du coup qu'on a revu fleurir et qu'on a souvent eu tendance, dans la presse, à vouloir rapprocher de l'antisémitisme. Dans la conférence, un peu plus tard, j'expliquerai le but de ce rapprochement et qu'est-ce qu'on peut en penser, nous, en tant que nationalistes intégraux. Et le dernier mot, c'est le terme de palestinisme. Le terme de palestinisme, c'est un mot encore plus récent, c'est un terme qu'on a surtout vu apparaître depuis le regain des mouvements pro-palestiniens, notamment à partir, on va dire, de 1947 et de la création de l'État d'Israël officiellement, et notamment à partir des années 70 avec la montée en gamme du terrorisme islamiste et du terrorisme palestiniste. Et en gros, le terme de palestinisme, je cite une définition de quelqu'un qu'on ne pourra pas taxer d'être un grand fan de l'Action française, qui s'appelait Pierre-André Taguieff, qui est un philosophe, qui est un historien, qui a écrit donc dans la revue politique et parlementaire du 11 avril 2024, disponible en ligne, un article qui s'appelle « Les trois sources de l'islamo-palestinisme djihadiste ».
Donc il cite les 3 sources que je vous expliquerai plus tard. Et le massacre du 7 octobre 2023, est dans lequel il décrit le palestinisme comme une espèce, comme l'ensemble des représentations et des croyances qui composent le mythe politique fondé sur la croyance de l'existence d'un peuple palestinien et sur sa sacralisation en tant que peuple victime. Il parle de mythologie palestiniste. Voilà. En gros, c'est le fait de dire, l'objectif de cette conf sera de montrer que ça part d'un sionisme inversé pour aboutir à un mouvement qui est assez différent, mais qui part d'une même base, qui est en gros de prendre à la place des Juifs les Palestiniens, peu importe ce qu'on met derrière ce mot, peu importe ce qu'on met, en gros les Arabes palestiniens, comme étant ceux qui doivent accéder à un État indépendant, basé sur une histoire, un territoire, une culture. Voilà. Évidemment, le sionisme comme le palestinisme, comme l'antisionisme, n'ont pas nécessairement été utilisés ou défendus par des gens qui étaient eux-mêmes des membres soit du peuple juif, soit issus de la Palestine. Donc c'est bien des causes qui ont, c'est pour ça que ça nous intéresse nous, qui ont eu des ramifications dans beaucoup d'autres mouvements, notamment en France, dans beaucoup d'autres milieux, et qui ont nécessairement amené l'Action française, dès sa naissance, à réfléchir sur la question. Et pour terminer sur les définitions, et ça vous allez comprendre pourquoi j'en ai parlé, ce sont les définitions maurassiennes. Alors évidemment, le terme de palestinisme n'existait pas à l'époque de Maurras, pour la simple et bonne raison qu'à l'époque de Maurras, l'État d'Israël n'existait pas en tant que tel. Maurras n'a connu l'État d'Israël qu'à l'époque où il était en prison, et il est mort 6 ans après sa création, donc il n'a pas connu réellement les conséquences de l'État d'Israël. Même si, et ça j'y reviendrai un peu plus tard dans la conférence, des grands noms, des grands doctrinaires d'Action française ont pensé après la guerre la question du sionisme, pour notamment ne citer que Pierre Boutan et Xavier Vallat. Je reviendrai sur eux. Mais l'un des premiers à s'être intéressé à la question du sionisme et de son corollaire, du coup, des problèmes qu'il apportait ou qu'il entendait régler en Palestine, eh bien ça va peut-être vous étonner, mais c'est un certain Léon Daudet. Léon Daudet, que la presse, que les intellectuels de gauche appellent souvent le pire antisémite de l'Action française, ou le Drummond d'Action française, même si il suffit de lire un peu Léon Daudet pour comprendre le peu d'acquaintance qu'il pouvait avoir avec beaucoup de choses que disait Drummond. Mais en gros, Léon Daudet, dans un article de l'Action française le 3 janvier 1910, écrit la chose suivante. Donc le sionisme reconnaît ce qui est d'évidence même un type juif. Dans son terme, le type, c'est en gros un peuple, une caractéristique. Et il réclame donc pour ce type, pour ce peuple, on pourrait dire pour ce groupe, le droit à la vie en société non parasitaire. Donc sous-entendu, le droit à la vie en société dans une nation qui est la leur et non pas dans une nation qu'ils considèrent comme n'étant pas la leur. Avec le langage en commun, les mœurs, les rites du judaïsme traditionnel, bref, toutes les institutions qui constituent un peuple. Donc on est là sur la définition d'Ernest Renan. Donc la terre, les mœurs, les rites, le langage. Les sionistes peuvent être persuadés, en tout cas, que nos vœux, à nous autres Français et antisémites donc d'État, à reprendre dans le contexte de l'époque, les accompagnent. Donc en gros, ce que dit Daudet, c'est nous, en tant que nationalistes de l'Action française, on voit d'un bon œil ce projet-là. Et pourquoi Daudet écrit ça en 1910 ? Parce que l'Action française est l'organisme sioniste international, donc la World Zionist Organization, donc qui est en gros les premiers doctrinaires du sionisme, c'est Theodor Herzl notamment, qu'on voit très souvent dans les livres quand on s'intéresse au mouvement d'Israël. C'est lui qui a vraiment théorisé l'idée de créer un État et qui en a décrit toutes les composantes. Eh bien, ce sont deux mouvements qui ont été fondés à la même période au même endroit. Puisque je vous ai dit en préambule que le sionisme est plutôt un mouvement qui est issu du monde slave et du monde germanique. Theodor Herzl était hongrois et il était venu comme journaliste à Paris, où il s'est établi, et il a fondé l'association sioniste internationale à Paris, là où existaient déjà des réseaux plutôt favorables à l'émigration juive, que ce soit en Palestine ou en Argentine ou dans d'autres États. Et donc il en a profité pour s'établir à Paris et utiliser sa relation avec ces milieux-là de financiers pour fonder
son association à Paris en 1897. Ça doit vous interpeller parce que 1897, on est au moment de l'affaire Dreyfus et c'est en réaction à l'affaire Dreyfus, notamment, qu'il va décider de structurer sa pensée et qu'il va appeler ses coreligionnaires à créer un État en dehors pour se prémunir de ce qu'il considère être comme étant une flambée d'antisémitisme, notamment dans les pays d'Occident, en Allemagne, en Russie et même en France. Et donc du coup, ça doit vous interpeller parce que créer dans le cadre comme une réaction, comme une réponse aux problématiques soulevées par l'affaire Dreyfus en 1880, à la fin des années 1890 à Paris, voilà, c'est également et c'est aussi l'action française. C'est pour ça que j'aime bien parler de ces deux mouvements, donc du nationalisme intégral et du sionisme de Herzl, comme étant des mouvements qui ne sont pas frères, qui ne sont pas jumeaux, mais frères, nés de la même matrice, du même utérus, même s'ils ne sont pas nés au même moment strictement, et même s'ils ne sont pas nés avec le même matériel génétique. On va dire que ce sont des frères de lait. Voilà. Je vois qu'il y avait déjà une question. Ouais, vis-à-vis de la localisation d'État d'Israël, ouais. Parce que je vois bien l'intérêt pour les Juifs d'aller dans l'historique de la Judée, mais je crois qu'il y avait aussi d'autres localisations qui avaient été choisies avant. Je pense à Madagascar et c'est pas la Rhodésie. Madagascar, c'est plus tard, mais en gros, les toutes premières... en fait, on anticipe un peu sur la conférence, enfin sur le sujet de la conférence, mais en gros, on retiendra la destination de la Palestine parce que c'est celle qui a fait le consensus le plus tôt pour des raisons historiques évidentes et des raisons pas forcément religieuses parce que le sionisme à la base est un mouvement laïque et non pas religieux, même s'il se base sur un héritage religieux, mais il n'est pas religieux lui-même. D'autres destinations avaient été envisagées, notamment par le baron Edmond de Rothschild, qui est donc financier, qui a été l'un de ceux qui ont financé notamment beaucoup la fin du Second Empire, le début de la Troisième République. Et donc du coup, il avait identifié plusieurs destinations qui étaient considérées comme plutôt neutres, plutôt nouvelles. On avait le Texas, on avait l'Argentine, on avait éventuellement l'Ouganda, donc en gros les bords du lac Kenya, qui ont été négociés à un moment par les Britanniques, très vite arrêtés. Mais en gros, on était sur ces zones-là. Des zones d'ailleurs qui avaient parfois été déjà colonisées par des utopistes de type Fourier, de type Icariste, au moment pareil des révolutions sociales de 1840. Donc des terres qui étaient considérées comme neuves. Voilà. Mais on va rester sur le terme de la Palestine parce qu'au final, ce qui a demeuré, ce qui a donné un État, c'est bien la colonisation palestinienne. Donc, je vous ai dit des mouvements qui sont frères de lait, des mouvements qui sont pour autant, qui sont concomitants dans leur naissance, mais qui sont de base deux mouvements séparés, qui entendent apporter deux réponses différentes à un même problème, qui est celui de la problématique de la recrudescence de l'antisémitisme pour certains et de la non-assimilation des populations juives pour les autres dans les sociétés occidentales, que ce soit Europe de l'Ouest ou Europe centrale ou même Europe de l'Est, à la fin du XIXe siècle. Avant de partir, on va dire de partir un petit peu plus de faire un parallèle entre le sionisme et le palestinisme, je vais déjà vous rappeler des éléments factuels sur le palestinisme actuellement, la cause de la Palestine comme étant un État, comme étant un État avec un peuple arabe palestinien de confession musulmane, on va dire, même s'il y a des très fortes minorités chrétiennes. Et je vais vous parler du coup du Hamas. Ça va vous donner des jalons pour après la conférence de Xavier. Le Hamas, puisqu'on va en parler, donc c'est une organisation qui est une émanation des frères musulmans. Donc c'est une organisation palestinienne qui est une organisation des frères musulmans. Les frères musulmans, on va dire que c'est une société internationale d'entraide et c'est une organisation qui a été créée dans les années 1928 en Égypte, donc sous mandat britannique, comme à l'époque l'était d'ailleurs la Palestine, et qui a des fins notamment à la base de s'organiser pour pouvoir créer dans tous les pays du monde musulman des États musulmans. Alors certains prenaient le terme de république, d'autres le terme d'État. Mais en gros, l'idée, c'était d'organiser politiquement et identitairement les musulmans, notamment arabes, on va dire. Donc, ils sont inspirés par les mouvements pan-arabistes, pan-arabes. Et une partie de ces frères musulmans vont être attirés par le principe du pan-islamisme, et puis après du djihadisme mondial, et notamment Saïd Qutb, qui est mort en 1966,
qui était surnommé le Marx des islamistes, qui s'est attelé à réinterpréter de manière marxiste, voire post-marxiste, les relations internationales, notamment entre le monde arabe et le monde occidental, en pleine guerre froide, selon le prisme, le Sud, on va dire, en gros les États ex-coloniaux, notamment musulmans, donc anti-impérialistes, et opposés au nationalisme arabe, on va dire, proche des Occidentaux. Et de l'autre côté, le Nord économique, hein, donc on avait une relecture, on va dire, tiers-mondiste, avec quand même comme base fondamentale la charia, donc la loi coranique, comme base de la société, et le principe du djihad à prendre ici non pas comme étant, à la fois comme étant une lutte contre toute influence non musulmane, et donc du coup lutter pour redonner une identité confessionnelle et culturelle au peuple musulman, arabo-musulman, et aussi à prendre comme étant une guerre anticoloniale, décoloniale, anti-impérialiste de la part des musulmans. Voilà. Et pourquoi je vous parle du pan-islamisme ? Parce que actuellement, dans le monde, dans les mouvements pro-palestiniens qui se sont développés dans beaucoup d'universités, dans beaucoup de manifestations, etc., on a pu voir des liens idéologiques, si ce n'est des financements, si ce n'est des liens, on va dire des liens personnels, entre des gens qui se qualifient plutôt de fréristes, ou d'héritiers du frérisme, comme Tariq Ramadan, qui est le petit-fils du fondateur, justement, des frères musulmans, Rima Hassan, qui possède des accointances aussi intellectuelles, et donc du coup les mouvements pro-palestiniens, donc du coup on les qualifiera de tendance plutôt du coup arabe, en tout cas arabe, au moins arabe occidental, quoi, arabe de nos contrées. Et j'aborderai dans un second temps le pro-palestinisme de gauche. Pro-palestinisme, sans parler de woke, le pro-palestinisme historiquement marxiste ou historiquement maintenant post-marxiste. Ce sera l'objet d'une autre partie. Mais en gros, pourquoi je vous ai posé ces jalons-là ? Parce que on s'aperçoit que face à ces deux camps, donc les sionistes d'un côté et les antisionistes, pro-palestinistes, décolonialistes, tout ce que vous voulez, la première réflexion, c'est de se dire, ok, ni kippa ni kéfier, on n'est ni pour l'un ni pour l'autre. Or, j'ai commencé à vous dire en introduction que les premières réflexions qui ont été faites par l'Action française sur l'idée d'un nationalisme juif ne sont pas, dans un premier temps, défavorables, y compris sous la plume de gens qui sont considérés comme des pionniers de l'antisémitisme d'État, et parfois même dans certaines sorties d'un antisémitisme virulent qui était tout sauf de la complaisance. Et du coup, on pourrait se dire, ok, bon, on ne prend pas parti, etc. Xavier vous présentera juste après une analyse plutôt intégrale de la situation sur place. Et moi, au vu de ce que j'ai étudié de la doctrine d'Action française depuis 1898, et notamment à partir de 1909-1910, on peut aujourd'hui établir un parallèle entre le pro-palestinisme qui est défendu dans les universités, dans les campus, dans les manifestations, et le sionisme tel qu'il était propagé et défendu par notamment toute la scène de gauche universaliste, la scène de gauche socialiste, la scène de gauche radicale socialiste et marxiste, communiste, etc., notamment à partir des années 20. À une époque où, du coup, par antagonisme, l'Action française était plutôt anti-sioniste. Et donc, l'idée de cette partie, c'est de dire, mais est-ce qu'au final, le palestinisme, l'idée de défendre la Palestine arabe comme étant un État, par antagonisme de l'État juif hébreu, est-ce qu'au final, c'est pas un enfant maudit du sionisme, mais en fait, les palestinistes de maintenant essaient de combattre le sionisme avec la même idéologie, les mêmes moyens de penser et les mêmes conclusions, et les mêmes écueils, du coup, que les sionistes de jadis. Et pour y répondre, je vais commencer par vous parler de la position de l'AF dans les années 20 et notamment de ce qu'a été le mirage de la convergence des luttes entre la gauche progressiste des années 20, les partisans d'une colonisation juive en Israël, en Palestine, et je vais vous faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. En gros,
lorsque les premiers théoriciens sionistes, notamment inspirés par la Révolution française, commencent à développer l'idée d'une nation juive en Palestine, forcément se pose la question de qu'est-ce qu'une nation, pour paraphraser Ernest Renan. Comme ce sont des gens, Herzl notamment, qui ont été éduqués à la mode occidentale, qui ont été envoyés par leur famille dans des écoles occidentalisées, libérales, et qui sont eux-mêmes issus de milieux qui sont issus de ce qu'on appelle les Haskalah, donc qui sont les philosophes du XVIIIe et du XIXe siècle juifs, mais qui entendaient moderniser un peu le judaïsme sur une voie qui était plutôt celle du progrès, celle de la raison. C'est pour ça qu'on les appelle les Lumières juives. C'est des gens qui forcément vont appliquer à la nation, au peuple juif, à la nation juive, un prisme qui est le prisme de la nation jacobine. Le triptyque du sol, le triptyque du peuple et le triptyque de la volonté générale. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que forcément, Herzl, quand il définit l'État d'Israël tel qu'il doit être construit, il le définit comme un État. Alors, il n'emploie pas nécessairement le terme de laïque, mais on sent bien qu'il y a une visée laïque. Voilà. La religion n'est pas la motivation prioritaire de la fondation d'un État juif, c'est bien l'identité. D'ailleurs, beaucoup de militants sionistes des années 1920, notamment, qui sont partis en Israël, étaient d'obédience communiste, d'obédience socialiste, issus du monde notamment soviétique et allemand, et ils n'étaient absolument pas israélites pratiquants. Ce qui d'ailleurs leur vaudra des reproches de la part des antisionistes juifs, religieux, notamment en Pologne, notamment en Amérique du Nord, qui eux considéraient comme un blasphème de venir s'établir en Israël après que le royaume d'Israël ait été détruit par les Romains, comme étant une sanction divine, parce que à cause de l'hellénisation des élites, à l'époque notamment du Christ, des élites juives, le royaume d'Israël avait été détruit comme une punition divine. Donc en fait, le fait de repartir là-bas, pour notamment les juifs les plus conservateurs, qu'on appelle les Hassidis, les Haredim, la tendance du judaïsme ashkénaze, donc d'Europe de l'Est, qui est plutôt conservateur, qui est plutôt traditionnaliste, c'est un blasphème et d'y retourner. Donc forcément, on est sur un mouvement qui est plutôt laïque, identitaire, nationaliste, mais à prendre nationaliste au sens du nationalisme issu notamment du monde de l'espace rhénanique du 19e siècle, qui est la nation héritée de la Révolution française. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une main qui se levait. On viendra. En gros, tout le principe des kibbutz, le principe des colonies, etc., au tout début de l'histoire de l'État d'Israël. Aujourd'hui, c'est plus des gens qui sont dans des communautés qui sont plutôt justement des sionistes très religieux qui, eux, ont fait un syncrétisme entre l'État d'Israël et la volonté divine. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus des gens qui étaient plutôt d'obédience socialiste, marxiste, formés dans les communautés plutôt du coup marxistes de Russie, dont émaneront d'ailleurs certains révolutionnaires russes comme Léon Trotsky. Mais à l'époque, on est vraiment plutôt sur une colonisation palestinienne, juive, qui est plutôt très à gauche, idéologiquement. Et du coup, ça va nous intéresser parce qu'en France, forcément, on est un pays qui a toujours été au milieu, à la convergence de deux phénomènes vis-à-vis de ses propres communautés juives, qui ont été donc des communautés assimilées, enfin on va dire intégrées historiquement sous la monarchie, dans le sud-ouest de la France, Bordeaux, Perpignan, le comtat venessin, donc les États du Pape, Avignon, et des immigrants plus récents du XVIIIe siècle, notamment en Alsace, notamment en Lorraine, donc des territoires qui ont été rattachés par le pouvoir royal assez tard, voire des gens qui sont venus plus tard, au début de la Révolution ou pendant le XIXe siècle, à cause des vagues successives de persécutions en Europe de l'Est et en Europe centrale. Et donc du coup, forcément, la France, même si elle est le berceau du sionisme en tant qu'organisation, elle n'est pas le berceau du sionisme en termes d'idéologie. Parce que très précisément, les sionistes français, on va dire, ou établis en France, se sont heurtés très vite à un autre projet qui était celui de ce qu'on appelle le franco-judaïsme, qui est un terme véridique qui est utilisé donc, par les historiens, qui est celui de dire le modèle d'assimilation de la communauté juive par les droits
de citoyens qui leur ont été accordés en 1791, comme d'ailleurs aux protestants, comme un certain nombre de minorités. Et donc du coup, quand les sionistes s'établissent en France, ils se heurtent au fait de dire, enfin, à une communauté juive française qui leur dit, en grande partie, nous n'irons pas en Palestine parce que nous sommes français, juifs mais français, et nous avons pour but de rester en France, et puisque nous avons des droits, nous sommes citoyens français. Et donc du coup, ça évidemment, ça va arriver aux oreilles évidemment de l'Action française, puisque à l'époque, des gens comme Daudet, des gens comme Roger Lamblin, qu'on connaît peu aujourd'hui, mais qui est de 10 ans l'aîné de Maurras, et qui est un très fin connaisseur à l'époque, notamment des milieux sionistes anglo-saxons, et du coup, ils vont s'interroger, de se dire, mais du coup, qu'est-ce qui fait que la gauche universaliste, révolutionnaire, socialiste, en viennent à soutenir les entreprises de ceux qui veulent enlever les Juifs de France pour aller les établir en Israël, faire un État qui sera très certainement identitairement juif. Et ça, bon, c'est le vieux mirage de la convergence des luttes qu'on connaît, que Georges Valois a décrit en parlant notamment de l'affaire Dreyfus et de la récupération par les milieux antimilitaristes des milieux ouvriers, des contestations ouvrières. Ça a été développé par de nombreux penseurs d'AF. Et dans le cadre précis du sionisme, on s'aperçoit qu'en fait, les milieux juifs qui existaient, notamment les scouts juifs de France, les organes de presse communautaires, qui étaient faits par le consistoire israélite, donc en gros les hiérarchies françaises, les hiérarchies rabbiniques françaises qui avaient été rétablies par Napoléon, eh bien ces organes-là ont été complètement récupérés, infiltrés, et retourner d'un message qui était plutôt à la base universaliste et donc du coup anti-sioniste vers un message pro-sioniste. Et c'est assez paradoxal, mais le plus grand artisan de ce retournement, il n'est même pas juif de naissance, puisqu'il s'agit de Albin Pallière. Albin Pallière, c'est un catholique libéral qui s'est converti au judaïsme, à la religion juive pendant l'affaire Dreyfus, au début de l'affaire Dreyfus, et qui du coup a progressivement évolué sur la scène de gauche et ensuite sur la scène sioniste. Et dans ses lettres qu'on peut consulter, qu'il envoie à l'organisation juive internationale, sioniste internationale, il explique comment il a réussi, en infiltrant certains journaux, certaines officines, réussi à les rallier à un financement de l'immigration en Palestine et de fait à soutenir l'idée la création d'un État juif en Palestine. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est assez analogue. On a une organisation internationale qu'on pourrait qualifier de palestiniste, qui s'appelle donc les Frères musulmans, et des émanations que sont, voilà, il y a eu l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine à une époque, il y a eu des forums dans des pays du tiers-monde plutôt affiliés à l'anti-impérialisme, des moratoires, des rassemblements de différents acteurs à des buts justement de participer, de financer la lutte contre la lutte pour un État palestinien indépendant. Donc on a une situation analogue. On a une scène de gauche intellectuelle qui a été depuis quelques années complètement piratée par le pro-palestinisme. Pourquoi ? Parce qu'à la différence des années 20 où les communautés juives étaient notamment dans un cadre de regain des mouvements nationalistes, pour certains d'ailleurs antisémites qu'on pourrait qualifier de raciaux, ou antisémites d'État, mais qualifiés à tort de raciaux, eh bien, étaient vus comme des soldats du progrès qui devaient défendre, comme les ouvriers, par essence, la révolution qui leur avait donné le statut de citoyen. De la même manière qu'aujourd'hui, dans les milieux de la gauche française, et notamment d'une certaine gauche qui a été du coup mangée par les indigénistes, les populations arabo-musulmanes, ou se revendiquant comme telles, population maghrébine, population africaine noire, mais de religion, de confession musulmane, sont considérés comme des gens qui doivent être des soldats du progrès parce que, au travers de l'universalisme révolutionnaire, au travers de la discrimination positive, au travers de ce que Mélenchon a appelé
a défini dans son discours post-élection législative la nouvelle génération, la nouvelle France. Donc il a dit les femmes, les racisés, les femmes, les racisés et de mémoire les populations LGBT, ce sont des soldats du progrès parce qu'en tant qu'oppresseurs, ils doivent défendre le progrès, la République, la démocratie. Donc il y a un parallèle à établir. Et donc du coup de ce fait, le fait que dans les milieux pro-palestiniens qui défendent donc du coup un État palestinien indépendant sur base arabe, se côtoient des gens qui viennent de milieux très différents de la gauche, comme par exemple Sandrine Rousseau, Rima Hassan, Soral à une époque, ou d'autres militants issus plutôt de l'indigénisme, tantôt l'indigénisme des Antilles, c'est-à-dire noir, la négritude, tantôt des personnalités plutôt militantes LGBT, tantôt des gens issus du vieux monde ouvrier ou dit comme tel, type CNT, etc. Eh bien, ça ne doit pas nous étonner puisque dans les années 20 déjà, c'était le cas, même dans les années 10 et surtout les années 20. J'en veux pour preuve un court passage que je vais vous citer, qui est issu d'un journal, de Paris Journal, donc qui est un journal qui était historiquement affilié à la communauté juive parisienne, notamment du Marais. Et donc, il date du vendredi 14 mars 1924. Et dans ce journal est dressé le compte-rendu d'une conférence qui est donnée par René Gross, donc qui est issu d'une famille juive de France, qui s'est petit à petit converti au catholicisme et qui a adhéré à l'Action française et qui a eu pour but, en tant que Français d'héritage juif, d'apporter son expérience personnelle au moulin de la question justement de l'intégration des communautés juives en France depuis la Révolution, au travers de ce qu'il a appelé enquête sur la question juive, qui est la déclinaison de l'enquête sur la monarchie, sur le problème spécifique de l'antisémitisme d'État, de l'universalisme, de l'émancipation dite de 1791, du judaïsme révolutionnaire, du franco-judaïsme, en fait d'un certain nombre de choses. Donc comme l'enquête sur la monarchie, comme l'enquête sur la monarchie et la classe ouvrière, René Gross est allé interroger, il a convié dans son livre, un certain nombre de militants, des militants sionistes, des militants antisionistes, des militants de l'Action française, comme Henri Lagrange, notamment, Roger Lamblin, des militants socialistes ou syndicalistes qui étaient spécialistes ou en tout cas qui avaient un avis sur la question, et il en a fait, et parfois des gens qui étaient très éloignés de lui idéologiquement, notamment des précurseurs du féminisme, pour en fait faire un condensé. Et évidemment, je vous laisse deviner que son accueil dans les milieux plutôt de gauche, à l'époque universalisme, et donc en pleine accaparation, piratage par les milieux sionistes, forcément, ça a posé des soucis. Et donc, du coup, je vais vous citer le passage suivant. Donc, René Gross était censé se rendre à une réunion pour présenter son livre et apporter la contradiction. Suite à des menaces multiples et à des risques d'attaque, notamment par les milieux socialistes et même certaines organisations communautaires d'autodéfense, il ne se rend pas. Il envoie à sa place un de ses amis, et donc le journaliste explique comme suit. Donc l'ami ne peut pas parler et donc du coup se succèdent à la barre tous les contradicteurs de René Gross en son absence. Donc c'est un parallèle avec ce qui est beaucoup fait aujourd'hui, c'est-à-dire on accuse les gens sans qu'ils soient présents pour se défendre. Et là, il nous fait une liste à la Prévert de tous ceux qui commencent à avoir un avis sur la question. Donc sur la question d'un État juif en Palestine et le livre de René Gross. Donc Charles Lucie, l'accusateur de René Gross, nous dit que le problème juif n'existe pas. Le docteur Filderman affirme au contraire qu'il existe et qu'il ne peut avoir de salut, de résolution, que dans le sionisme. Albin Valabrègue prêche pour le messianisme. Je définirai après ce que c'est. Ferdinand Loppe lave son linge sale en public et déplie avec violence tout son ressentiment pour René Gross. On le rappelle à la courtoisie. Le rabbin Louis Germain Lévy déclare que tout le monde en France a un peu de sang juif, que toutes les races sont mélangées depuis le temps qu'elles se mélangent et qu'il y a bien une religion juive, mais pas une race juive. Il est violemment contredit par l'assistance. Thérèse Gilles-Baès, qui est une anarchiste, voudrait qu'on supprime à toutes les religions. L'écrivain suisse Camille Spies se lance tranquillement, doctoralement, en dehors du sujet.
dans des considérations sans fin et rien moins que concises sur la valeur érotico-sentimentale de la circoncision, le prix d'abrégé. Il continue et nous annonce enfin qu'il compte prochainement exposer plus à fond ses intéressantes théories en une série de conférences. Paris Journal du vendredi 14 mars 1924. C'est-à-dire qu'en fait, sur une scène qu'on pourrait qualifier d'anti-antisémite, qu'on pourrait aujourd'hui qualifier du coup c'est équivalent à la scène antiraciste aujourd'hui, qui serait aujourd'hui complètement gangrénée par le pro-palestinisme, se retrouve Albin Valabrègue, qui est un sioniste universaliste, qui était spirit aussi, mouvement spirit, et qui prêchait pour le messianisme, c'est-à-dire de reconnaître dans le judaïsme le nouveau peuple guide d'une religion mondiale, religion, qui était d'ailleurs elle-même prêchée par Palière, dont on a discuté plus haut. Ensuite vient le rabbin Louis-Germain Lévy, qui est plutôt un rabbin libéral, donc qui a eu pour but de moderniser le rabbinisme en France, en abandonnant par exemple l'usage de l'hébreu, donc en faisant des sermons en français, en abandonnant la barbe, ce genre de choses-là, donc des gens qui sont plutôt sur une espèce de judaïsme moderniste. On a Thérèse Gilles-Baez, qui est une anarchiste, et on a Camille Spies, qui lui est un personnage qui, si on devait le résumer, était disciple de l'anarchisme nietzschéen, de la biologie d'Emile Jung, sur l'androgynie notamment, sur l'homosexualité, l'intersexualité, et qui a créé une religion-science qui s'appelle la psychosynthèse, qui entendait synthétiser l'occultisme, le végétarisme, la pansexualité. Et donc qui est l'auteur, en 1928, du sexe androgyne ou divin, essai psychosynthétique sur la régénération de l'individu ou de la race. En gros, donc, il est né dans une famille juive, il a fini par devenir panthéiste et considérer qu'en fait, il fallait mettre en avant la pédérastie, l'homosexualité, comme étant un moyen de revenir au fondement de ce qu'étaient les sociétés antiques, notamment helléniques, qui auraient été perverties par ce qu'il appelle la gynécolatrie du judaïsme et ensuite du christianisme. Et ça, c'est en 1928. Donc on est loin. Donc on est loin, on est encore une fois loin dans le temps de ce qui nous arrive. On est quasiment 100 ans, il y a 100 ans, et pourtant on est déjà à l'époque dans le mirage de l'intersectionnalité des luttes. Donc il n'y a rien d'étonnant, et je vous invite à lire notamment un article qui a été écrit sur le site de la revue Conversation par Isaac Daon-Serfati, qui est un universitaire québécois de mémoire, qui s'appelle « Islamisme et droit des trans, même combat, le grand paradoxe des campements pro-palestiniens ». C'est-à-dire en fait le pro-palestinisme actuellement, le pro-palestinisme à l'occidental, reprend les mêmes vieux moyens qui étaient utilisés par le dreyfusisme à une époque, par le sionisme révolutionnaire à une autre époque, et plus tard par les mouvements, on va dire, de libération sexuelle, le front de libération homosexuelle, ce genre de cela, donc des gens qui étaient plutôt sur une révolution sexuelle, en prônant toujours le même combat, la même union des opprimés, des progressistes, des révolutionnaires. Voilà. Donc déjà, du point de vue des moyens utilisés, et du genre de profil qu'on peut rencontrer dans ces milieux, on peut établir clairement un lien entre le palestinisme actuel, de la scène de gauche, et le sionisme, le pro-sionisme affiché par la gauche républicaine et laïque de l'époque. Des gens comme à l'époque, Léon Daudet, plus tard Marc Lancelet, vont se faire les choux gras dans l'action française de reprendre toutes les contradictions morales et idéologiques qui sont développées par les gens à l'époque de la LICRA, de la Ligue des droits de l'homme, sur le sionisme, de la même manière qu'aujourd'hui, nous, on se fait les choux gras quand on reprend toutes les aberrations qui sont dites, par exemple par Sandrine Rousseau, au sujet du voile, au sujet de l'État d'Israël, au sujet des LGBT qui écrivent des articles à quel point ils sont désolés pour les Palestiniens, mais ils doivent quand même continuer à acheter leurs hormones de changement de thérapie en Israël, puisque Israël est l'Inde est le pays qui en produit le plus.
Voilà. Et donc, je ne vous développe pas plus que ça tous les noms parce que ça vous parlera pas, mais à la lecture de ces articles que je pourrais vous donner, on voit bien que à l'époque déjà, l'Action française avait vraiment mis en avant cette schizophrénie qui est de dire que, en tant que révolutionnaire universaliste, on en est amené à soutenir des nationalismes qui étaient soit non révolutionnaires, soit carrément réactionnaires. Voilà. D'où une véritable schizophrénie morale qu'on a étrangement retrouvée dans la dernière, je ne sais pas si vous avez lu la dernière tribune dans Le Monde, de Harry Halimi et Vincent Lemire, le 24 juin 2024. Je cite. Il n'y a pas d'équivalence entre l'antisémitisme contextuel, populiste et électoraliste utilisé par certains membres de la France insoumise et l'antisémitisme fondateur historique et ontologique du Rassemblement national. C'est ce que Pierre Bentata, dans justement une contre-tribune qu'elle a écrite dans l'Express, a appelé le dédoublement du réel. En clair, c'est simple. Aujourd'hui, à partir du moment où on est pro-palestinien et antisémite, c'est un peu mieux que si on est simplement du Rassemblement national, parce que si on est du Rassemblement national, on est forcément antisémite par principe. Voilà. De la même manière qu'à l'époque, quand on était pro-sioniste, on était forcément antinationaliste, même si on soutenait un nationalisme, parce que c'était le nationalisme juif, donc c'était le nationalisme des Fils des Lumières. Même principe, même combat. Donc, pour conclure, sur ce parallèle entre le palestinisme et le sionisme, on peut s'interroger si au final le palestinisme n'est pas un lumpensionisme, un sionisme du pauvre, un sionisme d'une gauche qui a elle-même éclaté après mai 68, qui a préféré abandonner les grandes luttes du marxisme au profit de ce qu'on appelait donc le foucaldisme, Foucault, l'oppression ressentie, intériorisée. Et au final, face à ça, est-ce que du coup, nous, en tant que nationalistes intégraux, est-ce qu'on ne doit pas être encore plus sévère avec ce nouveau sionisme, comme on a été déjà très sévère dans les années 20 avec le sionisme récupéré par l'Empire britannique et par la gauche universaliste, parce qu'on a le précédent du sionisme, on sait comment ça a évolué, on sait comment ça a récupéré la gauche, et est-ce qu'aujourd'hui on doit être encore plus, je ne vais pas dire anti-palestiniste, mais justement palestino-sceptique sur cette question, et ça introduira la conférence de notre ami Xavier, quand je pense notamment à un certain nombre de gens dans les milieux NR qui ont le fameux slogan à Gaza, à Gaza Intifada. Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger justement sur l'intelligence ou la non-intelligence de ces mecs-là? J'aimerais bien prendre d'abord un point de départ. De l'État d'Israël. Alors, on pourrait le placer à la déclaration Balfour du 2 novembre 1917, où je cite, donc c'est Balfour dans sa déclaration qui dit « Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et en emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. » Alors à ce moment-là, cette citation, elle prend place à un moment où le sionisme est encore qu'à un stade embryonnaire. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Cambo a dit tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur Theodor Herzl, etc. Je pense qu'il nous en a assez bien parlé. Puis on pourra revenir là-dessus si vous voulez juste après. Mais en fait, cette citation, même si elle n'a qu'une vocation stratégique au départ, puisque les Britanniques cherchent à s'allier l'opinion juive américaine dans le cadre de la Première Guerre mondiale, dans un moment critique du conflit, eh bien en fait elle a un grand écho, on va dire, dans l'opinion juive et dans comment finalement on va créer tout un imaginaire d'une nation juive en Palestine. Aujourd'hui, l'État d'Israël, c'est un État puissant, c'est un interlocuteur de premier rang en Occident, il est écouté et il est allié à de nombreuses puissances occidentales. Je pense notamment à la plupart des puissances de l'Union européenne, mais aussi bien sûr aux États-Unis. Alors que de l'autre côté, on a l'État palestinien, je dirais même un double État palestinien entre la bande de Gaza et la Jordanie,
qui lui plutôt est considéré comme un État voyou. Les Américains parlent de Raw State. C'est comme ça qu'ils parlaient par exemple de l'Irak pendant la guerre du Golfe. Finalement cet État il est reconnu par qu'une seule poignée d'États dans le monde. Donc déjà il y a cette problématique dès le départ entre un État qui est véritablement reconnu, qui a un grand interlocuteur, et un État palestinien qui est véritablement considéré comme un État voyou, un État en zone grise. Et d'un côté, donc en Jordanie, on a un gouvernement qui est gouverné par l'OLP, l'Organisation de libération palestinienne, et de l'autre, la bande de Gaza, qui est gouvernée par le Hamas, dont Cambo a parlé tout à l'heure. Alors, j'aimerais d'abord commencer par un contexte assez global sur Israël, sur l'État d'Israël, parce que c'est important de comprendre dans quel contexte naît l'État d'Israël pour comprendre un peu tous les conflits qu'on peut voir aujourd'hui, et notamment il y a un aspect mémoriel qui est assez important. Alors, le 10 août 1920, on a le démantèlement de l'Empire ottoman, et il faut savoir que la Palestine, donc la région palestinienne, pas l'État, à la base est un territoire qui a toujours été sous domination impériale. Et donc en 1920, la Palestine sort de la tutelle de l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman est démantelé. Et les Britanniques héritent de la responsabilité de la Palestine, sous mandat, par décision de la SDN, donc la Société des Nations. Vous voyez tout ce que c'est, l'ancêtre de l'ONU. Alors son mandat en Palestine, il lui impose d'imposer un foyer national juif. Et alors, à partir de 1920, à partir des années 20, les alias se multiplient. Tout le monde voit ce que c'est une alia. C'est les juifs, en tout cas de la diaspora juive dans le monde, qui décident de revenir en Israël. Donc qui décident de partir en Israël, de partir vivre en Israël. Et donc les alias, elles se multiplient, suite donc aux effets des politiques de restrictions migratoires américaines, mais aussi de la montée du nazisme, bien sûr, et de l'antisémitisme en Europe. À la chute du Troisième Reich, de nombreux rescapés de la Shoah se tournent vers la Palestine, mais l'alia elle est rendue bien plus difficile parce que les Britanniques bloquent l'entrée à de nombreux juifs en Palestine à cause de nombreuses révoltes arabes qui ont eu lieu dans les années 30, justement à cause de la présence de juifs en Palestine, et qui ont forcé un peu les Britanniques à ralentir la croissance démographique des juifs en Palestine. Donc toutes ces problématiques et toutes ces révoltes finalement et toutes ces polémiques, puisque finalement le fait d'empêcher de rentrer des juifs de faire leur alia après les catastrophes de la Seconde Guerre mondiale, ça crée des problématiques disons dans l'opinion. Et donc toutes ces questions, elles ont raison finalement du mandat britannique en Palestine. Et la mandature, elle est finalement léguée à l'ONU en 1947, la jeune ONU qui a été créée 2 ans plus tôt, et qui propose la même année la partition en deux de la Palestine. Donc d'abord 55% du territoire qui est légué aux Juifs, et le reste, donc 45%, pour les Palestiniens arabes. Donc voilà, dont la bande de Gaza, justement. La région de Jérusalem, quant à elle, elle est placée sous mandat international. Et on va voir que ce placement en tout cas ce statut de ville internationale pour Jérusalem, il a un écho particulier aujourd'hui. Donc c'est la fin officielle du mandat britannique. Et le 14 mai 1948, c'est l'État d'Israël qui naît officiellement, suivant le partage préparé par l'ONU. Donc on a dans le même temps un État palestinien qui est proclamé par l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Je dirais OLP jusqu'à la fin de la conférence parce que sinon ça va être très très long. Cet État est proclamé, mais de manière plus ou moins officieuse. C'est-à-dire qu'on le proclame, mais il n'est pas spécialement reconnu par l'ONU ou voilà. On a juste une partition démographique finalement du territoire entre deux populations. Toute cette situation en Palestine, elle crée des conflits perpétuels finalement entre arabes palestiniens et juifs sionistes en Palestine. Et j'aimerais citer d'abord 3 conflits, 3 tensions
qui sont des marqueurs importants finalement des conflits dans la région. D'abord, on a des premières tensions à la chute de l'Empire ottoman, donc l'État d'Israël n'existe pas encore, puisqu'il y a une double promesse qui est faite. Et ça, c'est important, j'aimerais bien que vous le reteniez. C'est qu'il y a une double promesse qui est faite dès le départ par les Britanniques, qui est d'abord celle faite aux Arabes de construire un grand royaume arabe en Palestine. Et d'un autre côté, donc, cette promesse de la mise en place d'un foyer national juif en Palestine. Sauf qu'il n'y a qu'une seule promesse qui a été suivie, bien sûr. C'est celle de créer un foyer national juif. Ce qui a pu créer donc des révoltes, et c'est les fameuses révoltes dont je vous parlais dans les années 30, qui ont mené donc au blocage de l'entrée de nombreux juifs en Palestine. Et ces révoltes, justement, elles étaient soutenues par exemple, l'Italie fasciste de Mussolini. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a beaucoup de leaders de ces révoltes qui ont soutenu les forces de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Un deuxième conflit qui est assez important, c'est celui du 15 mai 1948, donc juste après la création de l'État d'Israël. Ce sont les armées de la Ligue arabe, qui sont donc les armées égyptiennes, irakiennes, jordaniennes, libanaises, syriennes et yéménites, qui envahissent la Palestine, donc contre un État israélien qui est jugé étranger au monde arabe et donc illégitime. Les Israéliens l'emportent en 1949 et une armistice est signée et Israël étale son territoire en Palestine, qui représente donc alors un territoire de 79% des terres palestiniennes. Donc là, cette fois-ci, le territoire juif a largement augmenté par rapport au partage qui avait été proposé par l'ONU. La bande de Gaza, quant à elle, elle passe sous contrôle égyptien et Jérusalem est partagée entre Israël et la Jordanie. Donc Jérusalem-Ouest pour les populations juives et israéliennes et Jérusalem-Est pour les populations arabes palestiniennes. Normalement, c'est toujours le cas aujourd'hui. Normalement. Mais ça, on va revenir là-dessus juste après. Voilà. Et donc ça, c'est le deuxième conflit vraiment qui est assez intéressant. Et on a même, de ce qui découle de ce conflit, en 1956, Israël qui parvient même à annexer le Sinaï en Égypte. Donc le désert du Sinaï. Un troisième conflit qui est assez important, et c'est le dernier que je vais citer avant de passer directement au cas des nationalistes palestiniens, c'est celui de 1967. Nasser impose un blocus, donc Nasser, celui qui dirige l'Égypte à l'époque, il impose un blocus aux navires israéliens sur le détroit du Tyran, ce qui les empêche de se rendre sur le port d'Elia, au sud d'Israël. Vous savez, l'accès à l'eau, c'est un enjeu qui est particulièrement important au Proche-Orient. Alors Israël lance l'offensive et débute alors ce qu'on retient comme la guerre des 6 jours. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de la guerre des 6 jours. C'est une guerre éclair que mène Israël, puisqu'il gagne très très vite. La moitié de la flotte aérienne égyptienne est vaincue en quelques jours. Et alors que dans le même temps, les Israéliens parviennent à s'emparer de Jérusalem-Est, qui était censé appartenir aux populations arabes palestiniennes, ainsi que du plateau du Golan, afin de pouvoir obtenir un accès à des sources d'eau importantes. Encore une fois, l'accès à l'eau est primordial et c'est pour ça que vous comprenez que les motivations israéliennes, notamment pour la conquête de territoire, elles ne sont pas du tout, en tout cas rarement même, motivées sur des raisons théologiques. Mais Cambo en avait parlé tout à l'heure, effectivement, à l'origine, on est plus sur un projet laïque. Dans le même temps, l'ONU somme aux Israéliens de retirer leurs troupes des territoires occupés, tandis que des colonies juives s'installent déjà en Cisjordanie, où se met en place une forme de colonisation. Donc en Cisjordanie, c'est un territoire occupé donc, où on retrouve énormément d'Arabes palestiniens. Et Israël ne quitte ces territoires qu'en 1973 et abandonne le Sinaï en 1978, durant les accords de Camp David. Et c'est une première paix, c'est une première marche vers la paix qui est faite entre Arabes et Israéliens. Et dans ce cas particulier de la Palestine, ça me permet directement de faire une transition. On a un aspect mémoriel qui est capital. J'ai parlé des conflits, et dans ces conflits, il y a, notamment dans le deuxième conflit que j'ai cité en 1948, on a un événement qui
a une empreinte mémorielle très importante auprès des Palestiniens et on ne peut pas comprendre aujourd'hui ce qui se passe en Palestine sans prendre en compte tout cet aspect mémoriel, c'est celui de la Nakba. Est-ce que tout le monde a entendu parler de la Nakba ? La Nakba, si vous voulez, pendant le conflit entre 1948 et 1949, de nombreux Palestiniens, arabes palestiniens, sont obligés de se déplacer, plusieurs centaines de milliers, on compte environ 700 000, qui sont obligés d'être déplacés, quitter leur foyer et sont parfois tués sur place. Et justement, on utilise le terme Nakba. Nakba, ça veut dire catastrophe en arabe, et catastrophe en hébreu, on appelle ça comment ? Shoah, voilà. Donc, en fait, pour eux, il y a un aspect mémoriel qui est presque aussi fort que la Shoah pour les Juifs. C'est un traumatisme énorme et c'est encore un discours qu'on retrouve chez les nationalistes palestiniens aujourd'hui. Celui de la Nakba, il y a une forme de volonté de revanche et presque de montrer finalement que le projet israélien est illégitime justement à cause de cet événement. Voilà. Je vais passer là-dessus. Je vais pas aller trop lentement. Je vais pas aller trop lentement, sinon on va pas avoir le temps. Maintenant, ça me permet d'embrayer directement sur la bande de Gaza, puisqu'aujourd'hui les conflits sont centrés dans la bande de Gaza, plus qu'en Cisjordanie, même si on va voir qu'il y a quand même des points qui sont liés directement à ce territoire. Alors, Gaza, qu'est-ce que c'est ? Déjà, Gaza, c'est un territoire qui est au cœur d'une dyade. Alors, une dyade, ce sont tout simplement des frontières qui se croisent. Donc, une dyade entre l'Égypte et Israël. En fait, la bande de Gaza, elle est dans une situation particulière de quasi-enclave. Et la souveraineté des Palestiniens finalement sur ce territoire de la bande de Gaza, elle est toute relative, ce qui n'encourage pas forcément à l'arrêt des tensions. Tensions qui se justifient aussi pour des raisons géographiques. Et là, effectivement, je vais donner des chiffres. Peut-être que ça va vous rappeler des mauvais souvenirs de vos époques collège-lycée. Mais on va parler un peu de démographie et de densité démographique. Alors, la bande de Gaza, c'est un petit territoire de 41 km de long et de 360 km². C'est tout petit. C'est plus petit que l'ancienne Aquitaine, si vous voulez une comparaison. Ce territoire-là, tout petit, même s'il est assez restreint en termes de taille, il concentre plus de 2 millions d'habitants, ce qui fait à peu près 6 000 habitants par kilomètre-carré. Ça fait de la bande de Gaza l'un des territoires les plus densément peuplés au monde, puisque plus d'un quart de la population vit dans la ville de Gaza. Donc on a déjà un territoire qui est très densément peuplé, et aujourd'hui un territoire densément peuplé, c'est aussi un territoire où on vit mal, où les conditions sociales sont en tout cas réduites. Et en plus, on a une forte urbanisation avec une population qui est largement urbaine et qui est largement concentrée dans la ville de Gaza. Le territoire dispose d'un IDH, donc un indice de développement humain assez faible, donc de 0,6. C'est plus faible que celui de la Namibie, par exemple, ou du Ghana. Et 46% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc le niveau de vie, il est donc très faible, et la concentration de population n'aide pas à fluidifier le fonctionnement de ces espaces, ni la mobilité des populations. Et à ajouter à ça, le blocus qui est fait par l'État israélien sur le territoire depuis 2007. Donc 2007, on va voir que c'est un moment important puisque c'est l'arrivée au pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Et donc ce blocus, il affaiblit largement le potentiel économique de la bande de Gaza et rend donc son développement bien plus difficile. Alors par blocus, j'entends qu'effectivement Israël, par exemple, approvisionne en eau la bande de Gaza, ce qui a pu donner des épisodes dans les conflits récents où l'approvisionnement en eau vers la bande de Gaza était coupé tout simplement par Israël, ou même l'approvisionnement en électricité parfois. Ce sont des leviers que peut utiliser Israël effectivement dans le cadre d'une enclave, c'est pratique. Et ça fait très longtemps que les Nations Unies justement, par rapport à cette situation d'asphyxie de la bande de Gaza, les Nations Unies redoutent depuis longtemps une catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza.
catastrophe humanitaire qui est aujourd'hui globalement reconnue, même par les États-Unis. Mais bon, ça, on va revenir là-dessus juste après. Alors, la bande de Gaza, c'est un territoire qui est donc au cœur du nationalisme palestinien et des oppositions à l'État d'Israël, puisqu'elle est le siège de nombreux groupes, hein, parfois opposés les uns aux autres. Hein. Et on en retrouve deux principalement, hein, qui sont l'OLP, notamment le Fatah de Yasser Arafat. Vous connaissez tous Yasser Arafat. On en reparlera juste après de ce monsieur. Donc c'est un parti socialiste et laïque. Donc déjà on est dans une conception assez différente de ce qu'on va voir avec le Hamas, qui est l'autre force politique qu'on retrouve beaucoup dans l'opposition à Israël, qui est un groupe islamiste issu des frères musulmans, comme l'a bien dit Cambo tout à l'heure, et qui lui, contrairement à l'OLP qui a souvent cherché des points de conciliation, disons, avec Israël, le Hamas considère que l'entièreté du territoire palestinien appartient aux Arabes palestiniens. Ils tout simplement, ils ont construit tout un imaginaire comme quoi finalement cette terre ne serait pas sans peuple, mais qu'elle appartient à un État palestinien qui est naturel. Alors, au risque de vous déplaire, aucun État n'est naturel. Mais voilà, on a deux projets qui sont différents, qui ont pu souvent s'opposer, comme ça a été le cas en 2007, lorsque le Hamas a plus ou moins fait un putsch sur les dirigeants de l'OLP dans la bande de Gaza. Et donc, qui ont pris le pouvoir. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Le Hamas est toujours, en tout cas sa branche politique, est toujours à la tête de la bande de Gaza. Alors le Hamas, ses motivations, comme je l'ai dit, elles sont religieuses. Hein, c'est un groupe islamiste. Alors on définit l'islamisme comme une volonté politique de créer un État musulman, régi par la charia, régi par les lois coraniques, régi tout simplement par des normes musulmanes. Alors bien sûr, il y a des islamismes, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà, le Hamas est un groupe islamiste qui cherche donc à créer un État musulman, un État islamique, comme on peut voir en Iran par exemple, sur l'ensemble du territoire palestinien. Donc voilà, cette organisation, elle est marquée par un très très fort antisémitisme, qui reprend d'ailleurs, le Hamas reprend d'ailleurs dans sa charte de 1988 des références à l'ouvrage du protocole des sages de Sion. Ça vous donne un peu la couleur des motivations du Hamas. Donc le Hamas a cependant su évoluer depuis 1988. L'universitaire Sarah Roy précise que la trajectoire du Hamas suit des périodes de radicalisation, puis de déradicalisation, puis de démilitarisation, puis de re-radicalisation. On a finalement un groupe qui est assez fluide et qui évolue selon les conjonctures de l'époque. Autant vous dire que, et ça on va revenir juste après dessus directement sur le contexte actuel qui a amené directement aux attentats du 7 octobre, finalement aujourd'hui on est dans une période de re-radicalisation, si on veut, du Hamas, dû notamment aux politiques de colonisation mises en place depuis de nombreuses années par Israël, et notamment relancées depuis les années 2010 par Benjamin Netanyahou. Voilà. Alors une des caractéristiques du Hamas, c'est aussi une volonté de mener le djihad face à Israël. Alors là, effectivement, Cambo a parlé de djihad tout à l'heure. Ici, on va parler effectivement de djihad militaire. On va essayer de défendre finalement cette idée d'un État islamique palestinien qui va de soi, presque. On a finalement cette idée que cet État palestinien islamique va de soi, il est naturel. Et donc on a cette volonté finalement de mettre en place une guerre sainte finalement contre Israël. On a un combat qui est véritablement religieux, en tout cas du côté du Hamas, pas forcément du côté d'Israël et encore moins du côté de l'OLP. Le Hamas, il n'est pas tout seul. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais effectivement, le Hamas n'est pas tout seul dans la région. Il est soutenu par d'autres organisations. Je pense notamment au Hezbollah. Tout le monde connaît le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est une organisation alors, plutôt islamiste chiite. Alors, le Hamas n'est pas du tout chiite. Comment ? Oui. Donc, c'est une organisation sunnite. Mais disons que le Hezbollah est une organisation assez hétérogène. On retrouve aussi des chrétiens dans le Hezbollah.
mais c'est aujourd'hui un des plus gros soutiens du Hamas. Et bien sûr, aussi, on retrouve l'État iranien. Et on a vu justement récemment toutes les problématiques liées directement à l'Iran et au Hezbollah, puisque c'est il me semble que c'est le dirigeant du Hezbollah qui a été assassiné. J'ai plus pris de. C'était le dirigeant du Hamas. Il y a eu. Voilà, c'est ça. Bon, les deux. Effectivement, Israël a été dénoncé tout de suite. Et encore une fois, il y a des menaces qui ont été proférées contre Israël dans ce contexte-là. Donc on a une surescalade sur une situation de base qui était déjà finalement une escalade dans la violence. Le Hamas aussi, il est soutenu par d'autres États arabes, je pense notamment au Qatar ou à la Syrie, ou encore par des ONG comme Ansar par exemple, c'est une ONG plutôt d'obédience islamiste et frériste qui soutient effectivement le Hamas. Bon. Alors là, on va s'attacher directement à la situation actuelle et après, si vous le voulez bien, on pourra un peu discuter tous ensemble, voir un peu ce que vous avez à proposer, les réflexions que vous pouvez avoir, parce que j'imagine que vous avez tous un peu suivi et que vous avez peut-être tous aussi vos réflexions. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur les événements récents. Déjà, donc le 7 octobre 2023, on a des soldats du Hamas qui sont déployés sur le territoire israélien et qui font plus de 1200 morts et plus de 200 otages civils. Alors l'événement, il relance de très vives tensions, en tout cas au moins à l'échelle internationale, et une nouvelle phase de guerre entre le Hamas et Israël, qui débute donc avec la contre-offensive israélienne, qui fait plus de 4500 morts palestiniens, y compris chez les civils. Alors depuis, le chiffre a sûrement augmenté, mais disons que les tensions ont véritablement été relancées avec le 7 octobre. Mais s'il y a bien une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette conférence, c'est que le point de départ de tout ça, c'est pas le 7 octobre. Effectivement, le 7 octobre a pu, de par la violence et de par finalement l'aspect très visuel de ce qu'on a pu voir depuis cette date, a pu relancer l'intérêt qu'on a pour cette région. Mais dans les faits, le 7 octobre, les attentats du 7 octobre prennent place dans un contexte dans lequel de nombreux organismes internationaux craignaient déjà le début d'une troisième intifada, notamment en Cisjordanie, puisque les Israéliens ont mis en place de nombreuses colonies en Cisjordanie, et le nombre de juifs, en tout cas de foyers juifs dans les territoires palestiniens, en tout cas arabes, a largement augmenté, et ce qui a pu, là aussi, et notamment à Jérusalem-Est, Jérusalem-Est, c'est un des points centraux des tensions aujourd'hui, ce qui a pu, encore une fois, faire craindre le début d'une nouvelle phase de guerre. Et là, effectivement, c'est une suite logique des différentes politiques israéliennes qui ont pu être mises en place. Alors, maintenant qu'on a pu voir un petit peu tout ce contexte, j'ai été un peu vite, parce que je vois que l'heure approche. La position de la France, qu'est-ce qu'elle est ? Aujourd'hui, on a différentes positions qui s'affrontent. Elle est divisée sur la question entre une droite qui voit une lutte civilisationnelle, en plus d'une lutte contre le terrorisme islamiste, et une gauche traditionnellement pro-palestinienne, donc par anti-impérialisme, avec entre les deux un Emmanuel Macron qui alterne entre mimétisme atlantiste et réaction timide aux attaques israéliennes. Alors il faut tout de même reconnaître à ce dernier sa tentative de retrouver un semblant de position traditionnellement française, on va dire, celle de la médiation et de l'arbitrage. Et justement, ça va être tout mon propos. D'abord, ça va être de critiquer les différentes positions assez caricaturales qu'on peut retrouver à droite comme à gauche. Donc d'abord, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. La droite se vautre dans une lecture absurde d'un conflit de civilisation, voire même d'une guerre religieuse pour certains, alors même que le conflit tient d'abord et de manière prioritaire à des questions territoriales et politiques. Et justement, je reviens sur ce que disait Cambo tout à l'heure. Cambo parlait d'un soutien de la gauche à la Palestine, ou en tout cas en tant qu'opprimé et en tant que porteur de progrès. Aujourd'hui, la droite s'intéresse, en tout cas soutient Israël, parce qu'il
elle est celle qui s'oppose à l'obscurantisme islamiste et finalement au danger islamiste, le danger civilisationnel de l'islam. Ce qui est une lecture parfaitement caricaturale, et souvent on va entendre des Zemmour par exemple comparer le Hamas à Daesh, ce qui n'a absolument aucune prise dans le réel, puisque les deux projets sont absolument antagonistes, et on a déjà vu Daesh déclarer plusieurs fatwas sur le Hamas. Et voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait prôner ? Une troisième voie finalement. Rendre à la France finalement une position d'arbitre, une France puissance, qui reprendrait une position d'arbitre qui a toujours été la sienne finalement dans la région, et qui peut marcher. Et on l'a vu aujourd'hui que cette position d'arbitre, on l'a laissée finalement aux États-Unis par exemple. On l'a vu aux accords d'Oslo. Vous avez tous vu dans vos manuels de terminale cette fameuse poignée de main entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, avec Bill Clinton au milieu des deux qui fait un peu le médiateur en 92. Et ce rôle d'arbitre, finalement, la France doit pouvoir le reprendre et peut le reprendre. Maintenant, le rôle d'arbitre, mais pour aller où ? Pour aller vers une domination israélienne entière en Palestine, pour aller au contraire vers un magnifique État islamique palestinien, je ne sais pas. Ou alors au contraire, plutôt vers une solution à 2 États, ou à plus d'États, on en discutait hier avec Cambo justement, peut-être revenir finalement à ce qu'a connu la Palestine depuis toujours, qui est finalement l'Empire, avoir une tutelle. Ce qu'elle a connu jusqu'en 1948, la tutelle a été partagée entre les empires différents, puis ensuite par les Britanniques, les Ottomans, l'ONU, la SDN, enfin une tutelle finalement, la remise en place d'une tutelle, peut-être une solution comme celle-là, et ça va me permettre aussi de vous laisser la parole et de voir un peu quelles seraient les réflexions que vous pourriez apporter, histoire qu'on ait un peu d'émulation intellectuelle à ce niveau-là.